Bonjour, veuillez entrer dans l'antichambre. Nous allons, à travers une série de conférences, tenter de vous dévoiler des vérités cachées aux yeux du public. Ces vérités sont cachées derrière des grandes portes. Ouvrez ces grandes portes. Bon, donc aujourd'hui, nous allons parler de la dette, puisque vous savez, quand cette rentrée de septembre 2025, ça roule beaucoup sur la dette, en lien avec les mouvements sociaux, les mouvements de rue, Bayrou qui saute comme un bouchon de champagne et le prochain sautera peut-être de même. Donc, il faut faire un petit zoom sur la dette française. Alors, avant de voir les chiffres principaux de cette dette, sa définition, son évolution possible, un petit préambule sur la nature de la science économique. En effet, il y a une particularité assez forte de la science économique qui est que c'est une science, enfin c'est une discipline plus exactement qui est à mi-chemin entre les sciences exactes et les sciences plus sociales. Mais avant tout, en fait, c'est un rapport de force. C'est d'une certaine manière un petit peu la science des échanges et de l'argent. Or évidemment, l'argent c'est source de conflits. Donc la discipline qui s'occupe de ça, c'est un terrain évidemment de rapport de force. Résultat, vous avez, comme c'est une science aussi, des matheux qui se trouvent obligés de mentir. Ou alors des ingénieurs sociaux qui se prennent pour des matheux avec des concepts extrêmement ronflants mais qui sont hors sol. Qui sont en eux-mêmes qui peuvent être vrais, je ne sais pas, la croissance endogène, etc., tous les modèles mathématiques, ça peut être vrai, mais c'est perturbé par des phénomènes qui ne sont pas mathématiques. C'est pour ça que quand il y a beaucoup de tensions, c'est une science qui devient un petit peu folle et qui est farcie de mensonges. Et c'est ce qu'on voit actuellement de plus en plus, puisqu'il y a des tensions justement. Voilà, donc il faut toujours garder ça dans un coin de sa tête. C'est pas tout à fait une vraie science. C'est le royaume des concepts ronflants de ceux qui veulent s'imposer aux autres. Et en plus, bon, il faut bien dire qu'on est dans une période où la notion de connerie, ça n'existe pas la connerie, mais pardon, a beaucoup cours. C'est-à-dire que les gens se traitent les uns les autres énormément de cons. C'est-à-dire moi je suis intelligent et vous, vous êtes con et je vais vous expliquer les choses. Et typiquement en économie. Voilà. Et donc, pour bien marquer la différence entre soi et celui qu'on agresse de cette manière, il faut l'abasourdir sous des concepts ronflants qui sont extrêmement impressionnants et qui vont lui écrabouiller la tête comme avec un gourdin. Je suis intelligent et tu es con car tu n'arrives même pas à comprendre ce que je dis. C'est pour ça que les abrutis, si vous voulez, ils se réfugient derrière la complexité. En réalité, la notion de connerie ou d'intelligence, on n'en trouve pas trop trace dans les évangiles ou dans les saintes écritures. Il y a la notion de prévoyance, être avisé, la notion d'expérience aussi, mais il n'y a pas trop la notion de connerie. On a presque envie de dire, la connerie, c'est une connerie. C'est-à-dire, c'est une espèce de mot valise qui véhicule plein de trucs. Bon, par exemple, dans ma jeunesse, j'ai fait des conneries. Mais ça veut pas dire qu'on est bête. Ça veut dire qu'on a peut-être un petit peu passé à l'acte un petit peu trop vite. Par contre, les gens, effectivement, qui prennent les autres pour des cons, alors ça existe a priori vraiment, et on peut même dire que c'est assez odieux. Ou qui essayent de rendre les autres cons en sabotant les programmes de l'éducation nationale et en faisant tout, on a l'impression, pour que le niveau éducationnel baisse. Oui, ça, effectivement, ça semble exister vraiment. Donc, bref, fermons cette longue parenthèse, simplement, elle est quand même importante, c'est pour dire
que il ne faut pas croire tout ce qu'on dit en économie, et surtout pas en économie, puisque c'est un terrain d'affrontement très dur de rapport de force. D'ailleurs, on voit bien que ce rapport de force existe à travers l'hystérisation des débats sur les plateaux télé. Par exemple, on pourrait prendre un exemple. Imaginez qu'on ait un protagoniste qui exerce un chantage en disant ceci. Bon, vous allez attaquer la Russie ou on attaque votre dette. Alors à ce moment-là, comme type d'économie, en ce qui concerne la dette, c'est pas du tout quelque chose de froid et de rationnel. C'est un chantage. Donc c'est pas une résultante mathématique. Donc voilà, c'est le terrain aussi de ça, l'économie. Alors après, les économistes, ils vont pudiquement appeler ça des externalités, parce que c'est des trucs en fait qui dérangent les équations et qu'ils n'arrivent pas à modéliser. On ne peut pas les modéliser parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'un fou ou qu'un cinglé va se mettre à proférer des chantages sur un plateau télé. Alors voilà, on appelle ça une externalité. Mais il faut bien voir que c'est de plus en plus courant et c'est même plus le cas qu'avant. Donc il ne faut pas trop se laisser impressionner quand on vous donne des leçons d'économie, si vous voulez. Avant de passer à l'examen de la dette française elle-même, il faut également dire une deuxième chose, qui est que l'argent est une anti-eschatologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, simplement que l'argent, et ça fait quand même l'objet d'un consensus, est le mode de fonctionnement du système. Et le système, ça peut être également compris comme tout le monde qui nous entoure. Donc, l'argent, il permet au système, c'est-à-dire au monde, de fonctionner, c'est-à-dire de ne pas se terminer. Or, l'eschatologie étant la science de la fin des temps, c'est-à-dire la fin du monde, euh, l'argent va dans le sens inverse, il perpétue le monde, donc il empêche sa fin. Pour prendre un exemple basé sur la vie courante, on pourrait dire par exemple que le fait de vouloir mettre ses économies à l'abri, considérer ça comme anti-système, en réalité, c'est d'un point de vue un peu philosophique, c'est diamétralement opposé, cette espèce de prévoyance un petit peu de fourmi, au romantisme urbain du grand soir, un petit peu fiévreux. C'est vraiment diamétralement opposé, même si économiquement les deux ont l'air parents parce que anti-système, ils vont quand même vraiment dans le sens inverse. Il faut quand même garder ça dans un coin de sa tête. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet de la dette française, plus précisément en cette rentrée de septembre 2025. Crise du Faubourg sur X ou autres médias. 10 septembre 2025. Donc, en ce qui concerne les chiffres principaux de la dette, ils sont bien connus. Pour la France, en 2025, c'est environ 3 300 milliards en nominal, environ 115% du produit intérieur brut et 55 milliards de charges d'intérêt annuelles, ceci augmentant. Bon, il y a quand même un point positif, c'est que ces chiffres font relativement l'objet d'un consensus scientifique parmi les économistes. Et ce n'était pas gagné d'avance, parce que quand les tensions augmentent, l'honnêteté intellectuelle et la reconnaissance des chiffres, elle baisse. Par exemple, pour les États-Unis, est-ce que leur dette est vraiment celle qu'ils disent? Si on veut bien considérer tous les problèmes de hors bilan, d'administration classée dans le public ou dans le parapublic ou toute autre forme de trafic pas très clair au niveau comptable, c'est pas très clair le niveau de la dette américaine. Le niveau de la dette française, au moins, bon, ça semble clair, c'est 115% du PIB. Quant aux 55 milliards, ils font également l'objet d'un consensus et on note que les économistes insistent beaucoup sur ce point des 55 milliards de charges purement d'intérêt. Et c'est tout à fait à juste titre. Et ça, c'est à mon avis pas très souvent, on n'insiste pas assez là-dessus dans les médias. Pourquoi est-ce que souvent ce chiffre de 55 milliards de charges de pur intérêt de la dette est très important? Et parce qu'en face, il n'y a pas d'investissement. C'est-à-dire que quand l'État investit, par exemple dans un grand projet, il creuse sa dette, mais ce sont des revenus futurs, ce sont des actifs tangibles qui sont en train de se construire, on est en train de construire l'économie. Le paiement de la charge des intérêts, quand ceci augmente suite à une tension sur les taux obligataires, parce que la dette est réputée moins solvable, c'est une pure fuite dans le système. C'est vraiment
on est chez les usuriers du Moyen Âge, quoi. Il faut pas, c'est énormément problématique. Et là, on est au seuil de cette perspective. Ça pourrait se produire. Ça, c'est insupportable, quoi. Alors ensuite, les solutions qui se présentent pour résorber cette dette, bah, il y en a clairement deux principales. Augmenter les recettes, c'est-à-dire augmenter la pression fiscale, ou bien alors diminuer les dépenses, retraite, nombre d'embauches de fonctionnaires, etc. Augmenter les recettes, c'est très difficile puisque la pression fiscale est déjà très élevée. Et quant à diminuer les dépenses, il n'y a pas un Premier ministre qui peut faire ça sans menacer de sauter comme un bouchon parce qu'il y a des manifs dangereuses dans la rue un mois plus tard. Donc ça aussi, c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'il y a un énorme problème.